Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on poursuit le top 100. On est rendu en fait à 80 jusqu'à 71 et on commence ça tout de suite. Mon jeu en position 80, je pense que c'est le premier jeu de ce type-là dans mon top 100, mais pour ceux qui me connaissent, ça sera certainement pas le dernier. Et je parle d'un jeu de type narratif. Il est peut-être pas plus haut dans mon top 100 parce que c'est un jeu qui nécessite beaucoup d'achats pour pouvoir continuer d'être bon, puis en fait continuer tout simplement d'être jouable, parce qu'une fois qu'on a fait un scénario, on peut plus le refaire, et dans la boîte de base, il en contient que un. Mais ça n'empêche pas que c'est un solide jeu, et j'ai nommé Time Stories. Donc, dans Time Stories, on fait partie d'une agence qui essaie de recréer certains souvenirs. Et donc, on doit aller explorer ce souvenir-là, progresser, découvrir des choses, faire des rencontres, prendre des décisions et essayer de recréer l'histoire dans un temps donné, ce qui est vraiment pas facile. Et en fait, si jamais on ne réussit pas, on doit recommencer la partie. À chaque fois, on perd des points. Donc, finalement, on peut se ramasser avec un score qui est vraiment pas bon à la fin. Mais c'est tellement prenant, c'est tellement bon. La prise de décision, c'est complètement coopératif. Mais comme je le disais, à chaque fois qu'on fait un scénario, qu'on le complète, on peut pas le refaire après parce que on sait exactement quel chemin prendre ensuite pour le réaliser. Donc, il n'y a plus vraiment de challenge. Mais, heureusement, il y a de multiples extensions qui sont disponibles. Donc, il y a de quoi faire. Si jamais vous avez le temps et que ça vous tente d'investir dans ce jeu-là, c'est vraiment un jeu qui vaut la chandelle. En position 79, c'est un Eurogame et c'est un quand même vieux jeu. C'est pas récent comme jeu. C'est dans un univers qui, typiquement, est pas quelque chose qui m'accroche tant que ça, mais ce jeu-là est une exception. C'est dans l'univers de Donjons Dragons. Et non, c'est pas un jeu d'aventure, pas un jeu narratif, pas un dungeon crawler. C'est un Eurogame. Et c'est Lords of Waterdeep. Donc, dans Lords of Waterdeep, on incarne des lords et on doit recruter des personnages, donc des sorciers, des assassins, des mercenaires, tout ça, pour aller faire certaines missions. Et à chaque fois qu'on réussit à accomplir les quêtes voulues, on remporte des points de victoire. En plus de ça, on a des façons secrètes de pouvoir faire plus de points de victoire à la fin de la partie. C'est vraiment le fun. Ça joue super bien. C'est très fluide. Puis, je trouve que ça s'épuise pas. En plus, si on rajoute l'extension de ce jeu-là au jeu, on en a pour des heures et des heures de plaisir. Encore aujourd'hui, c'est un jeu que j'adore sortir et c'est Lords of Waterdeep. En position 78, c'est un jeu que j'ai découvert récemment dans un univers que j'affectionne beaucoup. Et oui, l'univers de H.P. Lovecraft. Et c'est un jeu, en fait, un peu d'enchère, si on veut, de compétition pour, dans le fond, dominer les lieux, et c'est culte. J'ai fait une vidéo règle sur la chaîne de Professeur Board Game si vous êtes curieux du jeu. C'est vraiment super intéressant. On essaie de gagner le plus d'influence sur les lieux, et celui qui en a le plus, en fait, va pouvoir réaliser l'action de ce lieu-là. Le but étant de réaliser des rituels, tout ça, ou de construire des hôtels. Il y a plusieurs façons de gagner la partie. C'est un petit contrôle de territoire avec un petit peu d'enchère, avec un petit peu de majorité. Vraiment, vraiment intéressant comme mécanique. Tout est fluide. Le jeu est magnifique également, ce qui aide à apprécier. Bref, allez regarder ça, ce jeu-là, c'est culte. En position 77, on reste avec un jeu dans le même univers parce que oui, c'est vraiment un univers que j'affectionne particulièrement. Et en fait, c'est une version d'un jeu qu'on a vu un peu plus tôt dans le top 100, mais qui rend le jeu tellement différent que c'en est un jeu à lui-même et je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 100 parce que je le préfère au original et c'est Pandémie, le règne de Cthulhu. Donc,
comme dans Pandémie, on essaie de sauver le monde, sauf qu'à la place d'incarner des scientifiques et tout ça, on incarne en fait des investigateurs. Et à la place de sauver le monde de plusieurs virus, on essaie de sauver le monde de grands anciens. C'est bien fait, il y a des figurines en plus dans cette version-là, ce qui fait que c'est magnifique. Le jeu en tant que tel, la production de ce jeu-là est juste over the top, mais c'est super bon. On se sent vraiment comme dans Arkham Horror, mais version un peu plus simplifiée. On essaie de se promener, de réaliser, en fait, c'est ça, de tuer les cultistes. Il y a d'autres monstres, il y a des Shoggoths également. Et là, de temps en temps, il y a des grands anciens qui se réveillent et qui vont affecter notre partie de façon négative. C'est quand même très, très difficile à gagner, ce qui rend le jeu encore meilleur. Bref, c'est excellent. Je pense que c'est le meilleur de tous les pandémies. Et c'est Pandémie, le règne de Cthulhu. En position 76, encore un jeu narratif, et non, ça sera vraiment pas le dernier dans mon top 100, que voulez-vous, mais c'est un jeu narratif qui est vraiment bon parce qu'il nous introduit vraiment dans cet univers-là de Dungeon Crawler, mais avec une grosse partie d'histoire où on a beaucoup de textes à lire, on entre vraiment dans l'histoire, on s'attache à nos personnages, on progresse dans un livre de contes, puis c'est ça, tout en développant nos personnages. Et j'ai nommé Mice and Mystic de la compagnie Philosophia. C'est super bon, c'est disponible en français. C'est un jeu qui est 14 ans et plus parce qu'il est quand même plus complexe qu'il y en a de l'air. On incarne effectivement des souris, mais il y a toute une histoire fantastique autour de ça. Puis en fait, si vous aimez le jeu, il y a vraiment beaucoup de parties disponibles là-dedans. Là, je pense qu'il y en a autour d'une dizaine, mais en plus de ça, il y a 2 autres extensions qui permettent de allonger l'histoire et de la compléter. Il y a des belles figurines, c'est bien fait, c'est une bonne introduction au Dungeon Crawler. Puis c'est encore aujourd'hui un jeu que j'aime bien sortir puis explorer avec mes amis. Donc, Mice and Mystic en position 76. En position 75, c'est un jeu que j'ai découvert récemment, mais qui est excellent. C'est un engine builder et c'est vraiment une formule que j'apprécie de jeu. C'est super rapide, ça joue bien, c'est efficace, c'est satisfaisant comme jeu. Et ce jeu-là est particulièrement très bon et je pense qu'il est pas peu connu des gens. Je parle de It's a Wonderful World. Donc, dans ce jeu-là, justement, on développe une certaine mécanique, on récolte des ressources qui vont nous permettre, en fait, de construire les cartes pour avoir encore plus une bonne mécanique de récolte de ressources, de génération de points. Ça joue hyper rapidement. Sur la boîte, ça dit que ça joue en 45 minutes. Quand vous connaissez les règles, c'est vraiment plus rapide que ça. Et c'est c'est bon. C'est fluide, c'est bien fait, c'est satisfaisant. C'est très bon. It's a Wonderful World en position 75. En position 74, c'est un jeu d'un auteur qu'on a commencé à connaître récemment, mais qui a sorti des gros titres. Et celui-là, c'en est un qui est peut-être un peu méconnu versus un autre qui a fait une géante vague. Mais bref, c'est un jeu de placement de dés, un Eurogame Pulsar 2849. Donc, c'est un jeu de draft de dés où les dés qu'on va utiliser, qu'on va drafter, va nous permettre de choisir nos actions. Donc, il y a plein de principes de sélection d'actions vraiment intéressantes selon les dés qu'on a sélectionnés. On essaie d'explorer la galaxie, construire des pulsars pour pouvoir faire des points. Il y a tout plein de façons de faire des points de victoire. C'est vraiment super intéressant. C'est riche. Il y a plein de choses à faire. Le jeu est beau. Le jeu est bon. Le jeu est fluide. Il a passé un peu sous le radar versus un autre jeu de Vladimir Suchý qu'on connaît beaucoup plus, Underwater Cities. Mais vraiment, c'est un jeu qui vaut la peine d'aller explorer. Et c'est pour ça qu'il est en ma position 74 et c'est Pulsar 2849. En position 73, c'est un jeu dans un univers que j'affectionne particulièrement. Et non, ce n'est pas HP Lovecraft pour une fois, mais les initiales sont quand même HP parce que c'est Harry Potter. Et c'est le jeu de duel qui s'appelle Harry Potter Défense contre les forces du mal. Donc ça ressemble énormément à Harry Potter
une bataille à Poudlard. Ça a même le même nom, en fait. Sauf que là, au lieu d'être jusqu'à 4 joueurs qui vont jouer coopérativement pour se combattre, en fait, les vilains d'Harry Potter, dans celui-là, on incarne des joueurs qui font des combats de sorciers. Donc, notre but unique, c'est de combattre un autre sorcier et de pouvoir gagner, en fait, ce combat-là. Et c'est avec les mêmes mécaniques de deck building, avec une bibliothèque de cartes, un magasin, en fait, là, qui se renouvelle tout le temps avec des nouvelles cartes, plein de mécaniques qui ressemblent énormément à Harry Potter Hogwarts Battle, mais qui en même temps est différente, étant donné que c'est vraiment plus... en fait, c'est pas coopératif du tout, là, c'est vraiment compétitif. Bref, c'est un bon petit jeu, ça joue bien partout, mais c'est très complet, c'est très très bon, c'est satisfaisant à jouer. Et c'est pour ça qu'il est dans ma position 73, Harry Potter, défense contre les forces du mal. En position 72, c'est un jeu, c'est un euro, également avec des principes d'engine builder, donc c'est vraiment une mécanique que j'affectionne, donc il va y en avoir quelques-uns qui vont se présenter durant le top 100. Celui-là, c'est un auteur très connu qui a fait plusieurs jeux, c'est Bruno Catala, j'ai présenté d'autres jeux de lui plus tôt dans mon top 100, et le jeu, c'est Imaginarium. Donc, dans Imaginarium, on travaille dans une usine de fabrication de rêves. Et dans cette usine-là, en fait, on doit récolter des machines. Ces machines-là vont servir à construire notre engin pour devenir de plus en plus efficace. Par contre, quand on récolte ces machines-là, ils sont brisés. Donc, on doit les réparer. Et pour les réparer, il faut dépenser des ressources. Donc, c'est une roue sans fin. C'est super intéressant comme jeu. C'est super le fun. Le principe de sélection d'actions est vraiment original. C'est une roulette. En fait, c'est une horloge qu'on fait tourner avec des aiguilles qui sont fixes. Donc, quand on les fait tourner, ça pointe tout le temps 2 actions et on doit réaliser ces actions-là dans cet ordre-là. Donc, ça rend les choix des fois cornéliens un peu, mais vraiment intéressant. C'est super intelligent et la production de ce jeu est tout simplement phénoménale. Le jeu est magnifique et il nous fait vraiment rentrer dans cet univers-là dystopique. Donc, Imaginarium en position 72. Et finalement, en position 71, c'est un jeu qui est énorme. Et c'est un jeu d'un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un jeu que j'adore, tout simplement, qu'on va probablement, spoiler alert, voir un peu plus loin dans le top 100. Mais ce jeu-là est tout simplement massif, magnifique et implique une mécanique qu'on voit nulle part ailleurs, en fait, parce que c'est lui qui a créé cette mécanique-là et qu'on retrouve dans d'autres de ses jeux. Je parle de John D. Clair et le jeu, c'est Edge of Darkness. Donc, la boîte, elle est massive, elle est extrêmement lourde. En fait, elle est aussi lourde, sinon plus que Gloomhaven et grosse comme Gloomhaven. Dans le fond, Edge of Darkness, c'est un jeu un peu euro, un peu... Je voudrais dire deck building, mais c'est pas vraiment ça parce que la mécanique, c'est card crafting game parce qu'on va construire les cartes. Donc, on a des cartes qui sont dans des sleeves et là, on va ajouter des sections à cette carte-là pour la rendre de plus en plus efficace. Comme ça, quand on la pioche, elle est de plus en plus meilleure. Et là, dans ce jeu-là, on doit envoyer nos émissaires sur certains lieux à influencer pour pouvoir faire les actions, construire des cartes qui sont de plus en plus efficaces, être le plus efficace pour récolter des points de victoire versus les autres joueurs, parce que c'est un jeu qui est compétitif, mais pendant ce temps-là, la ville se fait attaquer par des monstres et on doit la défendre. Donc, il y a plein de mécaniques hyper intéressante. Les attaques de monstres sont gérées par une tour à dés, mais c'est une tour à cubes en fait. Et là, quand on envoie nos cubes à nous dans cette tour-là, ils vont s'en aller aléatoirement face à des monstres. Et ce monstre-là peut nous attaquer ou pas, un peu comme le même principe que Clang. Bref, il y a plein de principes vraiment, vraiment intéressants dans ce jeu-là. C'est massif parce que il y a plein de lieux, donc on peut refaire des parties par-dessus parties et que ça soit tout le temps différent. Puis c'est pour ça qu'il est dans la position 71 et c'est Edge of Darkness.
Et voilà, c'est ce qui met fin à la troisième partie de mon top 100. J'espère que vous avez aimé ça. Parmi les jeux que j'ai présentés, lequel attire le plus votre attention ou votre curiosité? Lequel est-ce que vous aimeriez qu'on jase un petit peu plus en profondeur? Et bien, en fait, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne fréquemment. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!